Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir, même si mes intimes m'appellent 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Comme d'habitude, nous recevrons des personnalités qui nous parleront de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat now, PDG, come on man. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir la femme que l'on nomme Enora Malagré. Enora, comment tu vas? Très très bien, je suis très contente d'être avec toi. Plaisir partagé, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah là 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 là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, Enora? Alors, je m'appelle Enora Malagré, j'ai 40 ans déjà. Je suis animatrice télé et comédienne. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là parce que je fais beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Bon, voilà. c'est excellent. Je te le disais en off, mais on a eu l'occasion de se voir exactement au concert d'Isha. Ouais. On s'est vu au concert, on avait échangé, etc. Tu nous avais... Ouais, exactement. Et comme tu es quelqu'un qui est très direct, etc., instinctif, tu nous as parlé de ton parcours un petit peu, ton parcours de comédienne. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce... Alors moi j'ai commencé en fait à la base je voulais pas du tout faire de télé, ça m'intéresse pas, je voulais être comédienne et je me suis inscrite au cours Simon, j'ai passé le concours d'entrée des cours Simon quand j'étais toute jeune. D'accord. J'ai eu la chance d'être prise, j'ai fait 3 ans de formation, j'ai obtenu mon diplôme à la fin et puis après j'ai commencé à faire du théâtre, plutôt contemporain. D'accord. Plutôt des choses qu'on regarde, tu sais, à 3h du matin sur Arte. D'accord. Voilà, je me souviens de mon père qui était venu la première fois me voir jouer au théâtre en me disant « Ah, c'est ça que tu fais ?» ne comprenant pas vraiment. D'accord. Mais c'était la première partie de ma vie. Et puis malheureusement, il faut bien le dire, ça ne gagnait pas trop de sous. D'accord. Et c'était compliqué. Donc j'ai commencé à être hôtesse d'accueil. T'avais quel âge à peu près? J'étais un bébé, j'avais 18 ans, tu vois, 19 ans. Ça... Et après, j'ai décidé, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, d'être hôtesse d'accueil dans une chaîne qui s'appelle Arte. D'accord. Et en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Paul Oisan, qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'atelier de recherche d'Arte. Donc, c'est tout ce qui est télévision expérimentale, un peu à la Christophe Averti. D'accord. Qui m'a un peu pris sous son aile et formé. Et dans le même temps, j'ai rencontré la femme qui a changé toute ma vie, qui s'appelle Fadia Dimerji, qui malheureusement nous a quittés et qui est la cofondatrice de Radio Nova. D'accord. Et elle m'a fait rentrer à la Radio Nova. J'y ai passé 7 ans, j'ai fait à peu près tous les postes, servir les cafés et animer les émissions. D'accord. Pareil, j'ai passé un peu toutes les étapes. Toutes les étapes, oui, exactement. Et puis après, voilà, la télé est arrivée à moi un peu par hasard, exactement. Et pas vraiment par envie. Ouais, justement, on va y revenir après, exactement. Mais toi, si tu veux, t'es tombé dans la télé un peu par hasard, mais par moment, t'as claqué la porte, t'es revenu juste après, etc. Est-ce que pour toi, c'était une belle expérience, l'expérience de la télé? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas vraiment claqué la porte et je suis revenue. J'ai claqué la porte d'une émission. D'une émission, ouais. Mais après, j'ai continué à faire de la télévision ailleurs. D'accord. TPMP n'est pas la seule émission du PAF. Exactement. Et après, j'ai continué sur France 2, puis je suis revenue après sur C8 dans une émission culturelle. Mais non, je regrette rien. J'ai eu une chance inouïe de faire ce que j'ai fait. Ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a amené une notoriété qui me permet de travailler plus facilement que d'autres, d'avoir gagné aussi beaucoup de sous à un moment, et voilà, d'avoir pu régaler ma famille. Après, ce que je regrette plus, c'est peut-être la caricature que j'ai fait de moi-même, le personnage aussi qu'il a fallu créer pour Touche pas à mon poste. Je regrette aussi ce que la télé devient aujourd'hui. D'accord. On voit tes nombreux clashs. Oui, mais c'est pas vraiment des clashs. Après, c'est le personnage qui faisait ça, mais c'est surtout moi, mon cheval de bataille. C'est 2 choses. C'est, on en parlera avec toi, j'imagine, mais c'est le racisme à la télévision. Exactement. L'homophobie à la télévision. Tout à fait. Le sexisme. Et puis, je dirais la télé-réalité qui amène au sexisme, qui amène à une hypersexualisation de la jeune femme. Ce qu'on
On moquait un peu mes propos quand j'ai débuté. Et maintenant, force est de constater que l'avenir m'a donné raison. Et maintenant, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu avais raison de dire que la télé-réalité, c'était dangereux. » Eh bien oui, les amis. C'est pas les jeunes qui font de la télé-réalité. C'est les gens qui produisent ces émissions. Tu leur en veux? Non, je leur en veux pas. Je trouve ça très machiavélique et cynique. Je vais te raconter une anecdote très brève. Avec plaisir. D'où vient la première émission de télé-réalité au monde? C'était Survivor. C'est ce qui est un peu notre Koh-Lanta. C'était aux États-Unis ou en Hollande, je ne sais plus, bref. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle John de Mol. D'accord. Il a créé après la société qui s'appelait Endemol, que tout le monde connaît. Bon, tout à fait. Il a fait de nombreuses émissions de télé-réalité. Ce monsieur, comment il a eu l'idée de cette première télé-réalité, qui nous a mis tous un petit peu dans la merde, c'est en lisant un bouquin qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui raconte une histoire très simple, celle de 2 bandes rivales d'enfants perdus sur une île déserte. Ok. Ces 2 bandes, et pour survivre, puisqu'ils sont affamés, ils s'entretuent. C'est ça qui a nourri, en fait, son imaginaire. Il a refermé ce bouquin qu'il avait eu par l'intermédiaire de sa fille. Il a fermé le livre et il a dit « On va faire la même chose à la télévision. On va mettre 2 clans et ils vont, entre guillemets, s'entretuer à la télé. » Ça a donné Survivor. Alors évidemment, il a édulcoré. Ouais, bien sûr. Puisqu'ils ne s'entretuent pas. Évidemment. Mais il s'affame et chacun complote contre l'autre pour le faire disparaître. C'est ce qui a mis, à mon sens, le ver dans le fruit. Et après, la télé-réalité, c'est vraiment une télévision dangereuse qui repose sur ce qu'on appelle les pulsions de mort, le voyeurisme, l'hyperobjectivation, le sexisme, etc. Voilà, je pourrais en parler des heures. D'accord. C'est une télévision qui est dangereuse. Oui. C'est le dîner de cons en plus, se moquer des gens. Mais non, mais c'est horrible pour ces jeunes-là. Ils sont connus, alors eux, ils ne le voient pas. Ils sont persuadés d'être des stars. Tout le monde veut être star aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais ils ne voient pas qu'en fait, ils sont donc connus, selon leur dire, parce qu'ils ont une image de débiles du coin, de filles aux mœurs légères. Bien sûr. Je trouve ça dommage. Puis alors moi qui ai fait des bêtises sur Internet à montrer mes fesses, etc., je sais mieux que quiconque que tout cela reste après. Est-ce que tu joues pas le rôle de la grande sœur? Bah si, aujourd'hui, tu vois, je pense que je peux. Parce qu'aujourd'hui, tu as joué, excuse-moi de te couper, Nora, mais tu as joué le jeu de la télé. Effectivement, tu étais chroniqueuse sur... j'ai pas joué un jeu, j'ai fait un métier de journaliste. Oui, mais quand je dis tu as joué le jeu, c'est vraiment pas pour t'embêter que je dis ça. Sûr, non, absolument pas, mais tu étais dans le voilà, tu avais ton personnage, télé, exactement. Et aujourd'hui, tu mets en garde un peu la population, tu mets en garde, exactement. Parce que j'en ai tellement fait les frais. T'en as bavé. Et puis, j'en ai bavé, non, je suis pas à l'usine non plus, mais je trouve que c'est un métier qui n'est pas celui qu'on croit. Il faut être un peu solide pour faire ce métier. Moi, je suis encore de la génération où il fallait faire un peu d'études, où il faut être, au tout du moins, être méritant. Il fallait travailler. Moi, je te l'ai dit, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'étais la dernière partie, la première arrivée, que ce soit à la radio ou à la télévision. D'accord. Il a fallu cravacher. Aujourd'hui, on nous propose une télévision où on nous vend uniquement la notoriété comme signe de réussite. Mais c'est pas ça. La télévision, pour moi, ce n'est pas ça. Donc, c'est pas que je mets en garde, chacun fait bien ce qu'il veut, mais je trouve que le média télé est devenu un peu triste, un peu caricatural et, à mon avis, assez vide de sens. Parce qu'aujourd'hui, si pas tu... tout, hein. Ouais, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès que tu sors quelque chose qui... Dès que tu dis, quelque chose qui sort des sentiers battus, tu sais, ici, on aime bien mettre des gens dans des cases, etc. Et t'as l'étiquette Enora, la grande bouche. C'est pas péjoratif quand je dis ça, pas du tout, tu vois. J'ai œuvré aussi pour ça. C'est un rôle que j'ai endossé, que j'ai accepté, qu'on m'a proposé. On m'a dit, voilà, tu veux bien jouer le rôle de la fille qui gueule à la télé? J'ai dit oui, hein. On m'a pas mis le couteau sous la gorge. Ouais. Je veux vraiment qu'on parle à bâton rompu, hein. Tu vois, t'imagines bien. Et donc, je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. Après, je regrette 2-3 sorties que j'ai fait, mais oui, c'est sûr que c'est très compliqué. Quand on rentre dans un rôle, tu as très, très justement dit les choses, c'est très difficile en France de sortir de cette étiquette. Exactement. T'en payes les frais jusqu'aujourd'hui? Non. Non, ça y est? Non, maintenant je suis une vieille dame. Non, arrête, faut pas te vieillir. Non, mais maintenant non. Alors ça a été compliqué pendant un temps, mais maintenant les gens ont compris que j'avais pris du recul, puis maintenant je suis plus là-dedans. Je le sais. Je fais du théâtre, j'écris des émissions pour les autres maintenant. Je soutiens la jeunesse. Tout à fait, merci. Mais non, mais parce que tu es brillant. Mais si tu veux, maintenant non. Après, et puis ma foi, si les gens continuent à avoir cette image de
celle-là de moi, elle me dérange pas plus que ça, elle m'amuse maintenant. Ouais. Parfois, T'as pris beaucoup de recul. je me regarde un peu de temps en temps, je me regarde très peu. Ouais. Mais surtout, parfois, c'est mon mec qui tombe, tu sais, sur des vidéos et je me dis, mais quand même, qu'est-ce que j'étais... Enfin, j'y allais quand même. Ouais. J'étais mal habillée, je parlais très très fort. Mm. J'étais vraiment à fond dans le rôle. Maintenant, ça m'amuse. Tu sais T'as quoi, pris je vais du regarder recul. ça. Ouais, puis attends, tu sais, franchement, j'ai pas eu une chance de dingue. Une chance de dingue. Mais c'est l'émission que j'ai fait avec Hanouna, tu te rends Ouais. compte tout ce que j'ai fait? C'était une belle expérience. Est-ce que t'as claqué la porte une fois, une première fois? Non, pas une première fois, une seule fois. Ouais. Non, une seule fois. J'ai D'accord. claqué la porte parce que j'étais fatiguée. Tu sais, quand ça fait 7 ans que tu fais tous les jours la même chose, et que justement le rôle qu'on m'avait attribué Ouais. de la grande gueule, Mm. moi j'en avais fait le tour. J'avais gueulé sur tout le monde, Mm. j'avais plus d'inspi. J'ai gueulé 3 fois sur Arthur, Ça c'est déjà suffit, fait. ça suffit. 2 fois sur machin, je disais mais tu Ça sais, mais suffit. c'est fait, j'ai plus Ouais. d'inspiration. Et puis en plus, l'émission avait quand même un peu changé. Je trouve que Cyril était moins sympathique avec moi. Et puis D'accord. l'approche de encore une fois, ça paraît bête, mais de la quarantaine, qui pour une femme est important. Et puis ma maladie aussi, mes problèmes de santé. Donc tout cela m'a Mhm. fatiguée. J'ai eu envie de changer de vie. J'ai bien fait. Et puis il y a eu un élément déclencheur, le sketch homophobe et tout. Il y a des choses aussi, je ne pouvais pas rester dans cette émission. Ouais. Mais par contre, je la regarde avec beaucoup de bienveillance. Jusqu'aujourd'hui. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'ai sauté à l'élastique. On est parti faire du ski. On a débattu sur des choses Mhm. passionnantes. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je me suis fait des copains. J'ai travaillé avec Cyril Hanouna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est quand même une machine de guerre. Mais moi c'est bon, hein. Moi, je Mhm. peux mourir tranquille, hein. C'est- Ah putain, mais T'es épanouie. ah ouais. Il me manque plus qu'un bébé. C'est vrai. T'es une femme accomplie aujourd'hui. Oui, ça va à peu C'est près. vrai. À peu Bon, près. bah, c'est bien, on y reviendra. Mais, Et toi ouais, moi, ça va. Ça va. va Quand je reçois des personnalités comme toi, je suis content. En tout cas, professionnellement, je suis content. Tu as l'air bien. Ah, bon, bah, c'est cool. C'est super gentil, c'est super gentil. Ouais, je te disais, il y a 2-3 jours, je regardais, parce que je te suis aussi sur les réseaux, Mhm. je regardais tes coups de gueule. Là, il y a eu le remaniement du gouvernement, etc. J'ai vu que t'étais pas contente. Ah ouais, elle était pas contente, T'étais maman. pas contente, hein. Ah non, mais attends, mais tu te rends compte? Explique-moi. Alors moi, je vais te dire, j'ai beaucoup de mal avec Roselyne Bachelot depuis longtemps. Je l'ai fait savoir assez vite Ouais, dans ma mais c'est- modeste carrière. Je me souviens de l'avoir reçue, enfin nous l'avions reçue, pardon, à Touche pas mon poste. Mhm. Et je lui avais déjà sorti cette phrase. Il y avait le slogan de François Mitterrand. Alors les jeunes, peut-être ne savent pas qui c'est. Je vous invite à regarder qui c'est. François Mitterrand, donc notre président de la République pendant quelques années, dans les années 80 en France. Ouais. Il y avait un slogan qui s'appelait La force tranquille. Mhm. Ça lui a valu son élection. Et je lui ai dit, vous êtes une opportuniste tranquille. Je lui avais dit ce qu'elle avait assez mal pris. Elle est d'un opportunisme, d'un arrivisme, tout ce qui rime en isme, je n'en sais rien, mais que je trouve incroyable. Ok. Alors on me dit, oui, elle aime l'opéra, c'est pour ça qu'elle est ministre de la Culture. Moi, tu sais quoi, Sherman, j'adore le pain, mais je ne suis pas boulangère pour autant. D'accord. Calmez-vous. Je trouve que c'est un peu le gouvernement de la fame, là. Je trouve que de prendre ce monsieur qui a une présomption d'agression sexuelle, alors là... Mhm. On va pas est dire tous son d'accord. nom. Hein. Non, on va pas le On dit, citer. oh, d'accord. Je trouve que c'est aberrant. Alors, moi, je m'y connais moins en justice, mais Dupond-Moretti, pareil, me semble une aberration, d'autant plus que ces gens-là avaient soutenu Mordicus qui ne serait pas ministrable, qui Mhm. ne ferait jamais partie d'un gouvernement. Donc, moi, je suis déçue. Je pense que j'ai surtout complètement halluciné de voir que j'étais loin d'être la seule. Nous étions tous très déçus. Nous avons tous trouvé que c'était pas à la hauteur de nos espoirs, que ça ne présageait rien de bon. Et moi, j'ai qu'une peur, c'est à force d'être déçu par nos gouvernements respectifs, et celui-ci en particulier avec toutes les maladresses qu'il a commis, pour rester poli, Mhm. moi j'ai peur que ça soit un boulevard après pour le fascisme et pour le Rassemblement national. Tu vois, rien que de Tu le penses? dire, ça Ouais. me coûte. J'en ai très peur, je pense qu'on en est tous là. Mhm. C'est pour ça que j'étais très désespérée aussi de voir l'abstention pendant les municipales. Et Je les sais les qu'il y a gens ne beaucoup croient de- plus en la politique Il maintenant. y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent, il faut voter. Parce que, si tu veux, moi ça va, j'ai 40 ans, ma vie, elle est, et je suis très confortable, j'ai pas de problème. L'avenir, il est entre vos mains. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut dire non. C'est ça. Et en plus, moi, je suis étonnée, émerveillée par la jeunesse d'aujourd'hui.
Exactement. Pas, je peux te dire la mienne, à votre âge, enfin, on n'était pas aussi engagés, on n'était pas aussi conscients. Mobilisés. Ah ouais, mobilisés. Moi, tous les gens qui me disent, ouais, les jeunes, ils foutent rien et tout, mais les gars, sortez dans la rue. Moi, j'ai pas un petit frère de pote qui n'a pas une idée, une opinion, tu vois, une idée à soumettre, une opinion à faire valoir. Je trouve que vraiment, je suis épatée. Pendant tous les événements, là, les dernières manifestations qui nous ont rassemblés, il n'y avait quand même que des gens, que des jeunes. J'ai trouvé ça, mais bouleversant. Donc je me dis, il y a de l'espoir, mais faites-vous entendre. Jeunesse de toute la France, aussi de province. On a besoin d'être réunis, soudés, parce qu'à mon avis, le pire reste à venir. Je pense. Pessimiste? Ouais, de ouf. Mais de ouf. Mais vraiment, là ouais. Ah ouais, moi, là, de ouf. C'est-à-dire que même moi, si tu veux, évidemment que je ne voterai jamais pour le Front National à le Rassemblement National. D'accord. Mais les prochaines élections, je te le dis. Tu crains le pire. Mais qu'est-ce que je vais voter? Je vais devoir revoter Macron, qui m'a déjà déçu une première fois. Et moi, je te le dis, je suis transparente, j'y ai cru. Donc, on se retrouve où? Dans quel parti? C'est quand même aberrant. Il n'y a plus de gauche. La droite est... Enfin, après, ça fait discours de vieux con, là. Puis je suis pas du tout politicienne, pas du tout. Mais je suis juste citoyenne. Et on a tous un peu notre mot à dire. C'est ça qui est merveilleux. On a la chance d'être dans un pays merveilleux, démocratique, avec un droit de vote, avec un droit de manifester. Enfin, vraiment, on est dans un pays quand même incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de notre pays? De nous diviser, là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit vraiment ton côté militant. Très. Ouais, mais ouais. Depuis toute petite. Ouais, mais malheureusement, c'est pas la première image qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de toi. Quand on te voit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour le coup, c'est, je me suis toujours déjà intéressé plus ou moins à ce que tu faisais, etc. Depuis notre rencontre, hein, effectivement, hein, tu vois. Ouais. Mais j'ai vraiment vu que tu étais une femme engagée. Tu vois, là, tout à l'heure, tu as bien parlé en nous disant que tu voyais des milliers de jeunes dans les rues, etc., défiler. Oui, je pense qu'il y a... En fait, je pense que là... Moi, j'étais assez étonnée. J'avais peur que... Je pense que les gens qui font partie, excuse-moi, du paysage médiatique sont aussi décomplexés. Il y a quelques... Moi, je trouve, parce que, si je peux finir là-dessus, c'est qu'il y a quelques temps, les gens avaient peur de donner leur opinion, avaient peur de donner leur avis parce qu'on allait les cataloguer, ils allaient être mis de côté, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un décomplexe, les gens n'en ont plus rien à faire. Que ce soit toi, je pense à des stomies, je pense à plein de gens qui parlent franchement à... Moi, je suis pas d'accord. Depuis tout temps, la France est réputée pour des émissions de télévision assez hautes en couleur, avec des débats politiques vraiment extrêmement intenses. Je pense des émissions que tu n'as pas connues, de Michel Polac, par exemple. Donc, je suis pas d'accord. Il y a toujours eu beaucoup d'engagement dans les médias, plutôt placés à gauche, d'ailleurs, ce qui est assez nouveau plutôt dans les médias. Là, on va mettre le doigt quand même sur un gros problème, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont d'extrême droite, border nazi, qui ont des tribunes dans les médias français. Ça, c'était pas le cas ni à mon époque ni à celle de mes parents. Donc je pense qu'au contraire, on est de tout temps, on a une liberté de ton et de pensée et d'expression en France qui est très forte. Moi, j'ai été biberonnée, élevée aux émissions de télévision, je te dis politique, où aussi bien quelques animateurs que ce soit, je pense à Yves Mourouzi ou d'autres, qui n'avaient pas peur de livrer leurs opinions politiques ou en tout cas leur conscience citoyenne. Aujourd'hui, moi je sais qu'à titre personnel, je l'ai toujours fait en fait. C'est juste que c'est parce qu'il intéressait les gens. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, le débat central en ce moment est la diversité, les minorités, etc., que du coup, on se rend compte que j'ai quelques avis. Mais moi, j'ai été une des premières à toujours défendre, par exemple, nos frères musulmans. Je me suis fait suffisamment insulter sur les réseaux sociaux à cause de ça. Je me souviens qu'au lendemain des attentats qui nous ont meurtris tous, il y avait cet abominable documentaire fait par Bernard de la Villardière sur M6 qui faisait un amalgame total de nos amis musulmans. Enfin, bref. Et je me suis levée de table en disant que tout cela me faisait vomir, etc. Donc j'ai toujours été extrêmement militante, j'ai toujours clamé haut et fort aussi mon envie de défendre la communauté homosexuelle. Ça, c'est mon engagement premier depuis des années. Je pense que les gens le savaient, je pense que les gens s'en moquaient parce que c'était pas l'émission pour parler de ça, c'était pas la bonne tribune. Aujourd'hui, je ne suis plus dans une émission quotidienne. Les gens qui me suivent sur les réseaux sont des gens qui sont acquis à ma cause et qui sont en prise directe avec ce que je poste. Après, là où je te rejoins un petit peu, c'est que c'est plutôt par rapport à la jeunesse et que je la trouve un peu plus engagée plus tôt. C'est vrai que moi, je voyais effectivement des gens
comme moi ou voilà, ou machin. Mais c'était plutôt à 35 ans, à 40 ans. Engagé beaucoup plus tôt. Ouais, là, je vois effectivement des petits chroniqueurs, des animateurs radio, télé, comme toi, qui très jeunes osent effectivement taper du poing sur la table. Exactement. Et ça, je trouve que c'est de bon augure. Peut-être que nous, on a attendu un peu plus tard, effectivement. Nous étions peut-être un peu plus longs à la détente. Peut-être, c'est vrai, par peur d'être catalogué, certes. Moi, on ne peut pas me reprocher ça. Mais en tout cas, non, tout à fait. Après, c'est vrai que je vois des gens aujourd'hui. Alors après, on peut être... Effet de mode. Cynique. Ouais. C'est vrai. Je vois des gens, je ne vais pas dire qui. Ouais. Je vois 2-3 animateurs. Je peux te dire que quand moi, j'allais les appeler pour faire mes marches, mes colloques sur mes amis homosexuels qui galéraient, machin, il n'y avait personne. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Tu les vois, ils sont de toutes les manifs, ils sont de tous les... Comment ça s'appelle là, tu sais, là, les espèces de bouffe là, un peu mondaines, de toutes les mondanités. D'accord. Donc, moi, tu m'en fous du moment que ça sert la cause et que ça rapporte du pognon, tant mieux. Mais intellectuellement, je fais un demi-sourire. Ouais. Tu vois, je me dis, ça te fait quelque chose. Non, mais je me dis, tiens, on est sur une petite escroquerie. Mais finalement, c'est pas grave parce que l'escroquerie, elle était à bon profit. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que... et puis, tu sais, moi, je me dis, on a tous droit à l'erreur, on a tous droit de retourner sa veste, on a tout droit de changer d'avis et on a tous droit aussi de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire aussi un petit peu attention à ça. Il ne faut pas être, comme on appelle ça, un résistant de la dernière heure. Ouais. J'ai un peu de mal avec ça. D'accord. Donc, Enora, on parlait tout à l'heure et tu nous disais que, voilà, depuis le début de ta carrière, et j'ai même envie de dire, depuis ta plus tendre enfance, tu as toujours eu ce côté vraiment militant. Je sais pas, t'aimes bien ce terme? Ouais. Le terme est parfait. C'est vrai, parce que je l'employais ce terme avec Juliette. Mais, elle n'aimait pas ce terme. Alors là, Juliette, elle l'est. Juliette, qui mais c'est une grande copine et que j'admire infiniment. Ah non, moi, le militantisme coule dans mes veines. Écoute, mon grand-père était une sorte de résistant. Ma mère, une grande féministe. Et mon père... Mon père avait écri sur mes pompes quand j'étais petite, Palestine libre, chez mes parents. Il faut les retrouver, ces pompes. Hein. Ouais. Je les ai retrouvées fièrement, c'est des vannes. Enfin, c'est vrai. Laisse tomber, il me glissait sous mon oreiller, pour te dire, des discours de Che Guevara quand j'avais 13 ans. Donc moi, j'ai baigné dans le militantisme, mais surtout, je dirais, dans l'humanisme. D'accord. J'ai eu la chance de grandir dans un cercle. Voilà, dans un cercle et surtout dans une famille où le métissage n'était pas un sujet. D'accord. Où on ne disait pas black, on disait mon ami noir. Parce que c'est pas un gros mot. Exactement, merci. Faut arrêter. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir eu un cousin qui s'appelait Serge, qui vivait avec un homme qui s'appelait Daniel. On ne disait pas homosexuel, c'était Serge et Daniel. D'accord. Donc voilà, après, la tolérance, vraiment, quoi, la tolérance infinie. D'accord. Et chez moi, la porte était ouverte et il y avait toutes les cultures. Moi, mon père, je vais te dire, mon premier souvenir musical, c'est Touré Kunda. Oh. C'est papa qui m'a mis Touré Kunda. D'accord. Et après, Gilberto Gil, qui est donc un grand musicien brésilien. Et après, évidemment, obligatoire, la musique bretonne. Moins fun. D'accord. Moi, Golay. Donc, tu vois, vraiment, moi, j'ai été vraiment bercée au multiculturalisme. Je viens d'inventer un mot qui n'est absolument pas français. C'est pas grave, on est en famille. On est en famille. Non, mais en fait, ça se ressent jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu as aussi ce côté... Tu es vraiment une femme tolérante. Mais ça, on se le disait même tout à l'heure en off, etc. Ouais. Et ça fait partie de ton background, comme on dit, de ce que tu as traversé, etc. Et tu as envie de nous partager plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, tu nous as fait part de ta maladie. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça te gêne? Non, ça va? Avec toi, tout. Oh là là. J'ai écrit un livre là-dessus. Exactement. Un cri du ventre. J'ai contracté cette maladie qui s'appelle l'endométriose quand j'ai eu 30 ans. Maintenant, j'en ai 40, ça fait 10 ans. D'accord. Qui est une maladie qui touche une femme sur 10. D'accord. Qui est une maladie, à mon époque, qui était très taboue, dont on ne parlait pas. Ok. Ma mère l'a eu aussi, cette maladie. On en parlait, t'imagines, encore moins. Et en fait, c'est une maladie qui est très mal maîtrisée en France, dans le monde entier, mais en France quand même aussi, alors qu'on est quand même la 6e puissance mondiale. C'est une maladie dont on ne guérit pas. Donc, en gros, c'est très simple. C'est souvent, on s'en rend compte parce qu'on a des règles très abondantes et très douloureuses. D'accord. Pour les jeunes filles qui vont nous écouter. Et en fait, ce sont des adhérences qui sont dans l'utérus qui empêchent d'avoir des bébés et qui causent donc des douleurs de règles absolument
indicible. Et tu l'as contracté il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans, après 2 fausses couches, je me suis dit que c'était pas normal. J'ai D'accord. très mal pendant mes règles. Sauf qu'en France, on met entre 5 et 7 ans pour être diagnostiqué. C'est-à-dire que les gynécos sont tellement mauvais là-dessus, ils galèrent pendant des années. Moi, on me disait, mais non, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles. Mais non, machin, c'est parce que tu as fait des fausses couches. Bref, on balayait ça du revers de l'indifférence. D'accord. Et au bout de 5 ans, après avoir été voir une dizaine de gynécos, enfin, alléluia, un gynéco a trouvé ce que j'avais. D'accord. Une fois qu'on trouve ce que tu as, ça ne veut pas dire que tu vas guérir. Parce qu'on n'en guérit pas. D'accord. Il faut attendre la ménopause. Autant te dire qu'il me reste encore un peu de temps à attendre. Donc il y a plusieurs traitements possibles qui vont te permettre de tenir le coup. Je ne vais pas faire un monologue de 3 heures là-dessus. Mais c'est une vraie saloperie. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour libérer la parole autour de tout ça et de décrire ce que c'est que le quotidien des femmes qui ont de l'endométriose, parce que c'est un quotidien qui est aussi trash que la maladie l'est. D'accord. Est-ce que ça joue sur le comportement? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, Il y bien a sûr. parfois C'est une maladie chronique. Donc déjà, D'accord. tu es fatigué tout le temps. Moi, j'ai mal 20 jours par mois, c'est Ah. beaucoup. Et oui, alors, c'est pas que ça joue sur l'humeur, mais ça rend un peu dépressif. Et puis surtout, après, j'invite les gens à lire le bouquin, mais Ouais. j'ai dû... Parce que tu te livres beaucoup. J'ai vu quelques interviews ici et là. Tu te livres beaucoup. J'ai l'impression, tu conscientises vraiment les gens sur ça. Déjà, Tu vois. c'était personnel, ça me fait du bien. Mais bien sûr, bien sûr. Égoïste. Et puis je me suis dit, ça va peut-être aider des jeunes aussi à identifier la maladie ou à la vivre mieux. Moi, cette maladie, j'ai tellement mal maîtrisée, je suis tombée dans l'alcool, les Il faut médicaments, le dire. les opiacés. Enfin, ça a été Une dépression. un enfer. En plus, j'étais malheureusement, oui, mais tous les soirs en direct à Touche par mon poste quand même. Il fallait gérer la douleur. Je me souviens parfois, je tenais la main de Jean-Luc Lemoyne, qui est un ami merveilleux et qui me voyait en chier. Moi, à chaque fois qu'il y avait une coupure pub, je fonçais aux chiottes pour m'étaler sur le sol, tu sais, pour sentir le frais du sol des toilettes. Non, mais je passe les détails. Donc oui, mais voilà, il faut en parler parce que plus on en parle, plus ça, plus la maladie devient un non-sujet et plus la recherche va avancer. Parce qu'il faut que ça avance. On ne peut pas laisser les femmes souffrir comme ça toute leur vie. Tu trouves qu'il y a un décomplexe maintenant, les gens se livrent plus facilement parce que j'ai effectué quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait des célébrités qui en parlaient plus librement. On ne va pas citer leur nom, etc. Mais est-ce que tu penses que tu as permis de justement de mettre un kick dans la porte, si je peux dire ça, de manière très trash? Tu as raison. Alors, la première, c'était Laetitia Minot, qui a ouvert la voie. C'est grâce à elle qu'on a quand même vraiment pris la parole. Et après, il y a eu la chanteuse Imani aussi, qui a fait grand bruit autour de cette maladie. Puis, effectivement, moi. Mais, je ne voulais pas dire les noms, mais... mais elles sont incroyables. Et après, effectivement, ça a aidé beaucoup de gens. Moi, ce que je trouve dingue, cher ami, c'est que moi, je suis étonnée surtout de pouvoir en parler avec des hommes. Ouais. Tu vois, là, on en parle ensemble. D'accord. Je peux te dire qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible. Mais je suis papa. Ah, mais c'est pour ça! Je suis papa, donc moi, il y a plein de choses, je m'intéresse à plein de choses. Non, mais attends, votre génération, elle est dingue. Moi, c'est vrai. Je vais te dire, mais non, mais tu vois, c'est pour ça que quand même, mine de rien, je retire ce que je disais tout à l'heure, je suis quand même peut-être un peu plus optimiste que prévu. C'est vrai. Parce que tu vois, de parler d'une maladie qui touche au vagin, les règles et tout, mais votre génération, putain, mais c'est tellement rassurant. Tu vois, je peux en chialer, je me dis, mais ça y est, hommes et femmes, on parle ensemble de ça, de maladie, de politique. Quand même, on a fait un bon bout de chemin et je vous trouve, vous, vachement féministe. C'est vrai. Ouais, je trouve que vous êtes une génération... Moi, je vous trouve élégant, alors pas tous, il y a toujours 2-3 connards résiduels, mais tous, même, tu vois, dans les textes de rap, il y a du changement. Parce que finalement, les plus machos, c'était quand même un peu les rockers et les rappeurs dans les textes. Et même maintenant, le rappeur... Il va peut-être écrire qu'il casse un cul, mais le lendemain, il va poster une photo de sa fille sur Instagram pour montrer que c'est pas complètement un enfoiré. Et ça, j'aime bien. Tu vois? J'aime bien l'idée. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ces sujets-là, déjà, merci de nous conscientiser sur ce genre sur ces maladies, finalement, qui sont méconnues ici, tu vois? Tout à fait. Qui sont méconnues, et puis... il faut faire le job là-dessus. Ouais. Ouais, il y a une méconnaissance, il y a une méconnaissance folle, et c'est pour ça que c'est vraiment tout à ton honneur le fait d'avoir écrit un livre, etc. Tu es vraiment une femme engagée à tous les niveaux, et ça, merci. Je tenais à te le dire face à la caméra. Donc, et puis, tu as également fait un site, c'est pour ça qu'on reste toujours dans la thématique. Tu veux toujours conscientiser, etc. Tu as fait un site internet où il y a vraiment l'accès à la culture, etc. Ouais. C'est très important pour toi. On voit que... on parlait même de notre amour pour le rap, etc. On s'est vu au concert d'Isha, que je big up. T'es curieuse.
De mais ouf. curieuse dans le bon sens du terme. J'ai Exactement. monté ce site, mais là, malheureusement, c'est tombé avant le confinement. Mhm. Du coup, voilà, alors, table rase, on recommence en septembre. Et effectivement, je vais faire plein de nouvelles émissions. Tu peux parler de ton site un petit Et peu? bah, écoute, je reviendrai te voir, mais surtout, je pense que je vais surtout t'embaucher, toi. Tu vas venir chez toi. Je vais pas le laisser passer, le petit. Parce que moi, je vais faire une émission avec des chroniqueurs et tout. Alors, je t'explique là. Toi, tu vas pas me lâcher là. T'as mon contact. Ouais, parce que j'ai dit déjà, toi, tu seras mon prochain patron. Mais avant ça, je vais te mettre sous le coude là. Parce que là, sinon, on va me le piquer, le Sherman. Arrête. Donc, du coup, effectivement, c'est www.enoramalagré.tv. C'est une chaîne de télé, voilà, sur abonnement. Et il y a, c'est comme un Netflix en mieux avec que des programmes qui me ressemblent. Donc, effectivement, il y a des documentaires sur le cinéma, sur l'engagement. Le féminisme. Justement, on a créé un truc Black Lives Matter sur le féminisme, sur les homosexuels, sur l'écologie. Mais il n'y a pas que des trucs sérieux, il y a aussi des trucs plus légers. C'est bien. Tu vois, il y a des conneries que tu regardes le dimanche quand tu es en lendemain de cuite ou quand tu as juste envie d'être sous la couette pour ceux qui ne boivent pas, qui sont des gens bien mieux que ceux qui boivent. Mais du coup, voilà, il y a de tout. Et on va effectivement, à partir de septembre, déjà embaucher. Vous pouvez vous inscrire sur le site filles et garçons parce que moi, je vais embaucher des chroniqueurs pour bosser avec moi. Bien. Et on va faire des émissions, je pense au moins 2 par semaine. Voilà, une émission de bande et une émission solo. Mais j'aurais besoin de cadreurs, etc. N'est-ce pas? Non, mais tu vois, d'embaucher des jeunes, quoi. C'est bien, c'est bien. Et de faire un peu des émissions qui nous ressemblent parce que je ferai encore de la télé à la rentrée, j'imagine, mais le problème, c'est que je trouve qu'il y a moins de liberté qu'on le pense en télé. On voit toujours les mêmes émissions et surtout, petit détail, en ce moment, quand tu as une idée, elle met 9 mois à être vendue. Donc nous, dans le digital, ça va plus vite. C'est direct, on n'a pas le time, tu vois, ça suffit. Ils n'ont toujours pas compris en télé, en fait. Tu passes, tu fais 50 rendez-vous avec les directeurs des têtes, machin et tout. Bon, résultat, tu arrives avec un concept, tu vois, il est déjà sur le digital en 2 secondes, toi, ils sont à la rue totale. Donc voilà, ils n'ont pas compris. Hein. D'accord. La télé, dès demain, c'est fini, les enfants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On la regarde plus ici, de toute façon. Ouais, mais c'est bien, Enora, parce que tu fais pas de rétention d'informations. Tu vois, tu distilles des billes ici et là, paf, en off, tu m'as dit des trucs, on gardera pour nous, etc. Tu vois, tu fais pas de rétention d'infos et c'est ça qui est bien. Mais pourquoi tout ça, en fait? Alors que tu aurais pu te contenter de ton petit poste, t'es dans le circuit qu'on appelle showbiz, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es pas celle, enfin, voilà, tu étais suivi par pas mal de personnes, etc. et tout, mais tu aurais pu te contenter de ce que tu avais. C'est une très bonne question. Tu comprends? Écoute, on me l'a jamais posé, c'est une très bonne question. Tu vois, parce que même quand on s'est contacté, tu sais, le relation, en fait, c'était très rapide finalement. On va pas te dire comment, effectivement, mais c'était très rapide. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut être en mouvement. J'ai l'impression que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. C'est mon grand drame. À cause de cette maladie, je peux pas en avoir. Et je pense que j'ai envie de, aujourd'hui, comme je vais un peu mieux dans ma tête, parce que je suis sortie de ce gros business de télé qui te bouffe quand même un peu, qui te rend un peu conne. Je crois que j'ai envie de transmettre, en fait. Parce que si je le fais pas à des jeunes, si je dis pas, je sais pas, je vais faire quoi de tout ça, de tout ce que j'ai vécu. Moi, j'ai déjà vécu 5 ans de vie. J'ai travaillé à Nova, j'ai fait de la télé, je fais du théâtre. T'as pu voyager grâce à ton métier. J'ai voyagé de ouf dans le monde entier. J'ai fait des free parties, des concerts de rap. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir une vie plus riche, tu peux pas. Et je me suis dit, mais tu vois, je suis même un peu émue en te le disant. Je me dis, mais je vais faire qu'est-ce que je vais faire de tout ça? De tout ce que la vie m'a appris, les déceptions, la bienveillance. Il faut bien que je le transmette. Alors, puisque je peux pas le transmettre à un enfant, bah, il faut que je le transmette soit à ma communauté, soit aux jeunes avec qui je vais travailler. Il est temps, maintenant. Le peu de choses que je sais. T'es une grande femme. T'es une grande femme, Enora. Et on veut pas de larmes ici, hein, surtout pas, pour nous booster. Pas de chialage. Et concernant, mais t'as pas pour projet, c'est pas un ouais. Je vais la reformuler différemment. Maman, moi je te vois trop maman. J'aimerais bien. Ça, c'est bon. Là, ça, tu sais, c'est pas moi qui décide. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, là, pour l'instant, pas pour l'instant, je peux pas avoir d'enfant. Donc, je vais tenter une dernière fois d'en avoir. Mais ça paraît très compromis, donc je vais me lancer dans le projet de l'adoption. Ce qui est très difficile, c'est que quand tu décides d'adopter, ça aussi, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup en France. J'aimerais bien faire un documentaire là-dessus. Ah ouais, il y en a eu, hein, mais de mon point de vue. Quand tu arrives, quand tu es une femme et avec ton compagnon, que tu arrives au sujet de l'adoption, c'est que déjà, tu imagines que tu en as chié
pendant déjà 10-15 ans. Mhm. Et on te demande encore à nouveau d'en chier, parce que c'est long le processus d'adoption. Tu peux nous en parler un petit peu? Écoute, il faut remplir une demande d'agrément. Une fois que tu as la demande d'agrément, ça tu mets entre 6 mois et 1 an à ce que ça soit accepté. Ensuite, tu pars. En gros, si tu veux, le processus d'adoption, il est entre, je crois, 3 et 5 ans ou plus. Ok. Adopter en France, par exemple, on fait patienter 7 ans. Je ne peux pas adopter en France. Mhm. C'est très compliqué. Donc, je vais le faire parce que moi, je veux être maman à tout prix. Mhm. Je veux être maman pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant, D'accord. parce que c'est en moi. Mais je trouve ça difficile psychologiquement d'avoir déjà traversé tout ce que j'ai traversé, les fausses couches, les grossesses extra-utérines, les douleurs physiques et mentales dues à ma maladie qui fait que je ne peux pas avoir d'enfant, et de devoir là m'armer pour retourner dans un autre combat qui est celui d'attendre cet enfant que je vais adopter. Faut être solide, hein. Puis je suis pas toute seule, j'ai quelqu'un avec moi, j'ai un compagnon. Exactement. Et c'est difficile aussi pour un homme d'avoir. J'ai toujours peur que mon mec se barre en se disant mais putain, mais même parfois, tu vois, je lui dis mais va-t'en, va voir quelqu'un qui pourra te donner des enfants, moi je peux pas t'en donner. Donc tu vois, c'est complexe, c'est nourri de beaucoup de souffrance. Donc j'arrive petit à petit dans le processus d'adoption et je promets que nous en reparlerons dans quelques temps. Avec grand plaisir. J'espère que j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer. Avec grand plaisir. En tout cas, je te le souhaite réellement. Merci. Tu es une belle personne, je te le souhaite réellement, réellement. Pour changer un peu de sujet et parler sur quelque chose d'un peu plus gai, hein, Enora. Là, aujourd'hui, tu fais du théâtre. Ouais. Ta première passion, Ouais. tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah là, mon chat, c'est le bonheur. On change Moi, j'ai complètement de commencé sujet. là-dessus. Après que j'ai démissionné, Touche pas à mon poste, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Alain Sac, le mec Molière, etc. Enfin, tu vois, genre primé, enfin, Ok. et qui avait repéré en moi la comédienne dans Touche pas à mon poste parce qu'il s'est dit, elle, c'est pas elle qu'on voit, c'est un personnage, c'est pas possible. Il avait raison. Et donc, je l'ai rencontré. Il m'a embauché pour La Dame de G. Maxime, qui était la première pièce que j'ai faite il y a maintenant presque 3 ans, Ok. qui a été un carton. Qui est une grande pièce du répertoire français. D'accord. Et puis après, j'en ai enchaîné une deuxième avec une troupe fantastique. Et là, je vais en enchaîner une troisième. On attend malheureusement de savoir quand est-ce que les théâtres vont réouvrir. D'accord. etc. Voilà. Mais moi, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire que moi, la scène, en tant que comédienne, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Peut-être parce que je ne suis pas moi. C'est peut-être ça. C'est reposant. Et puis parce que c'est ma première formation. Mais tu sais, la télé, tu verras. Tu vas être une rosta de ouf. Arrête. Ça happe. Et plus rien ne compte. Et puis tu traînes que avec des gens de téloge. Et machin, et machin. Tu vois plus rien. Donc si tu veux, j'avais complètement oublié qu'en fait, c'est ça ma vie. Ok. Et quand la petite fée théâtre est venue retoquer à ma porte, putain, mais je te jure, le soir de la première, il y avait mes parents, ma famille. Je me suis fondue en larmes en me disant, mais ok, donc en fait, je ne quitterai plus cet endroit qu'est la scène. En fait, c'est ma maison. En fait, moi, j'ai tout fait pour faire ça. D'accord. J'ai eu une parcours, sortie de route ouais, merveilleuse bien en sûr, télé, que je continue que tu à regrettes faire, pas. voilà, au contraire, tu penses. Faut le dire. Et puis c'est aussi parce que j'ai fait de la télé qu'on m'a embauché pour faire du théâtre, on va pas se mentir. Exactement. Parce que quand j'étais plus jeune et que je passais les castings, personne ne voulait de la blonde, hein, je te rassure, D'accord. donc là c'est plus facile. Mais là, quel bonheur. Donc tu viendras à la prochaine, je viendrai t'annoncer quand, grand parce que là, plaisir. avec le Covid, on ne sait pas. Mais et vraiment les amis, dès que les théâtres ouvrent, je vous en supplie, allez dans les théâtres parce qu'il va falloir les faire revivre. Parce que Avec là, grand ils sont en plaisir. train de crever. Donc ça, c'est top. C'est ce qui me rend le plus heureuse. C'est vrai, bon, bah, je suis content de l'apprendre, mais avec grand plaisir, Enora. Hein. Ce sera la première rang, mon cher. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que c'est vecteur de message, le théâtre? Oui, bien sûr. Tu vois? Tu te rends compte, c'est depuis tout temps. C'est-à-dire que tout ce qui a fait évoluer notre société, toi qui es très militant aussi et qui ne reçoit que des Exact. personnalités militantes dans ton émission, Exact. ça passe que par la littérature. Exactement. Et le théâtre, évidemment. Le féminisme vraiment est né dans certains grands textes de théâtre. Mais évidemment, c'est-à-dire que des textes classiques, des textes contemporains, moi j'ai eu des grandes émotions, des grandes prises de conscience en lisant des textes de théâtre. Mais vraiment, c'est. Moi j'ai eu la chance. Oui, alors par exemple, je pourrais vous conseiller Le théâtre et son contraire. D'accord. Qui est un texte absolument merveilleux d'Antonin Artaud. Ok. Il finit fou, le pauvre. Il y a un texte aussi merveilleux qui s'appelle Le Contre-Pitre d'Hélène Parmelin. D'accord. Ça, c'est un texte. Alors, c'est très facile d'accès, c'est marrant. C'est deux clowns
voilà, qui sont sur scène. Mais ce qu'ils se disent sous couvert d'humour, en fait, est tout à fait révolutionnaire Ok. et te nourrit bien le cerveau. Il y en a plein, même si tu lis La Mouette de Tchekhov, t'as envie de crever, Les Trois Sœurs aussi. Enfin, tout est... voilà, de toute façon, il faut aller au théâtre, il faut aller voir du spectacle vivant. Ouais. Et c'est pas aussi chiant qu'on pourrait le penser, parce que je sais que les jeunes se disent « Oh, le théâtre, c'est chiant ». Non, ça ne l'est plus. Ça a pu l'être avant, Mhm. dans ma génération, la génération Malheureusement, c'est cliché, mais Mais c'est grave, pas faux ce mais que tu tout le dis. monde le Moi, pense. Stomy m'avait invité à T'imagines sa ce qu'a pièce fait de Stomy théâtre, ouais, Voilà, par un jour à exemple. Détroit. Mais c'est bien, parce que c'est vecteur de message. Voilà, là, par Exact, exemple, ouais. la pièce de Stomy en est un parfait exemple. Bon, moi, Tu l'as pas vu? Si, bien sûr, je l'ai vu. J'étais en émotion de ouf de Ah, voir c'est notre super. Stomy sur Ouais, scène. mortel. C'était super. Non, j'étais là le soir de la première, tu penses, j'ai l'impression que c'était mon fils sur scène. C'est ridicule. J'étais au taquet. En plus, c'était dans le théâtre dans lequel j'avais joué. C'était très émouvant. Bref. Et Mhm. du coup, non, mais il faut aller amener vos gamins, vos petites sœurs, vos petits frères, vous, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est plus en 1980 ou 70, c'est plus chiant. Maintenant, il y a des mises en scène, où il y a de la danse, où il y a justement du rap, enfin, c'est très moderne maintenant. Mhm. Il y a des textes qui peuvent paraître très poussiéreux, qui sont extrêmement justement dépoussiérés par des mises en scène tout à fait modernes. Et il y a une jeunesse, aussi bien de metteurs en scène que de comédiens, qui a complètement changé la donne. Donc courez au théâtre, vous ne serez pas déçus. Ça, Franchement, mortel. Non, mais c'est terrible parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de personnes, même du mouvement rap, qui font du théâtre. Grave. Aujourd'hui, Kerry James fait du théâtre. ouais. Aujourd'hui, Joe Star a fait du théâtre. Ouais, ça c'est peut-être pas... ouais. Je sais pas. Je Non. plaisante. Non, mais c'est formidable, effectivement. Tu Dans vois le pont secret, ce qu'a fait C'est bien. Morville sur Elephant Man. est Exact. fabuleux. Bon, tout le monde sait que Joe Star est un merveilleux comédien. Kerry James est assez étonnant d'ailleurs aussi. Alors après, il ne faudrait pas non plus que tout le monde fasse n'importe quoi non plus. Chacun Mhm. aussi doit rester dans son domaine de prédilection. Mais ce qui est formidable, c'est que voilà, ils ont participé aussi, je t'ai dit, à moderniser un peu tout ça. Mais et vice-versa, tu vois, il y a par exemple des chorégraphes qu'on pourrait penser un peu chiants, qui maintenant collaborent avec des rappeurs, etc. Mais tout se mélange. Mhm. Je trouve ça mais dingue. Moi, j'ai vu un truc. Dis-moi. Non, mais on s'écoute. Non, mais parce que je vais pas saouler les gens. Mais j'ai vu Non, surtout un pas. pianiste japonais, si tu veux, collaborer avec un rappeur. Et en même temps, il y avait une danseuse contemporaine qui, derrière, performait. Enfin, aujourd'hui, moi, et encore une fois, la jeunesse, moi, m'hallucine. C'est-à-dire que moi, je vois des gosses vous avez tout compris. Vraiment, non, je te jure. Alors là, vous avez tout compris. Vous mélangez tout, l'art contemporain, le Mhm. rap, la musique classique, le truc. Putain, à mon époque, je te dis pas, c'était impossible. Impossible. Maintenant, tout se mélange. Mais putain, il y a de toutes les couleurs sur le plateau et tout. Je me dis, putain. Oh, moi, je suis émerveillée. J'aimerais bien avoir 20 ans. Putain, je te dis pas ce que je ferais. C'est vrai. J'avais 20 ans là, mon chat. Ah, bref. C'est J'ai bien, une c'est poule. bien, c'est bien, c'est bien. Non, 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 non. Mais c'est bien, aujourd'hui, t'es plus... comme je t'ai dit, aujourd'hui, tu nous donnes des billes, donc nous, c'est beaucoup plus facile pour nous, en tout cas. J'ai besoin de personne, mais vraiment. Mais non, surtout c'est plus pas de moi. facile. Mais en tout cas, vous avez vachement intégré nos erreurs. Je me mets dedans, hein, mais moi, je suis personne. À quel niveau? Bah non, mais tout, si tu veux, les erreurs, comme tu disais très justement, les erreurs de prise de parole, la couardise qu'on a eu, la lâcheté par moment. Mhm. Le côté justement très clivant, voilà, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les machins, voilà. Donc vous êtes arrivés, non, on tape du poing sur la table, la réponse c'est non. Si on va se mélanger, on vous emmerde. Alors là, moi je suis meuf, mec, tout le monde, lesbienne, trans, hétéro, mais tout le monde. Moi je suis fascinée. Je me dis putain, allez, ça y est, ça c'est le seul truc qui me donne de l'espoir. Et ça c'est vous. Et vous avez appris de nos erreurs et vous avez intégré aussi ces années de culture. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien cette petite génération. C'est vrai? Ouais, j'aime bien. Et tout à l'heure, en début, j'aime pas dire interview, c'est une discussion, discussion. tu vois, là, exactement. En début de discussion, tu disais que, bon, on parlait de politique un petit peu, et tu disais que tu étais pessimiste. Ouais. Aujourd'hui, tu l'es toujours en voyant, si tu veux, la jeunesse beaucoup plus consciente, beaucoup J'ai plus... peur, si tu veux, c'est une très bonne question. J'ai peur que ces deux mondes-là n'arrivent pas à se rejoindre. À cohabiter. Ouais. J'ai peur que cette jeunesse merveilleuse, pleine d'allant, qui a tout compris, qui est beaucoup plus tolérante que ce qu'on ne pense, n'arrive que les gouvernements
ne leur tendent pas la main comme il faudrait ou les utilisent. Mais j'ai peur de ça. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais j'ai peur. J'ai peur que le gouvernement ne tire pas enseignement et qu'on reste dans cette société bicéphale, voilà, où il y a les nantis d'un côté et le peuple de l'autre. Je pense que ça, c'est tellement obsolète. Et je sais pas, je m'exprime pas très bien là-dessus parce que j'ai pas la connaissance suffisante, mais ce que je lis m'effraie et que je trouve qu'on est quand même encore dans un pays à deux vitesses. Et tu trouves que l'élite ne comprend pas la population? Non, pas du tout. Pas du tout? Ouais. Et j'espère vraiment. Et pourtant, il n'y a pas d'axe d'amélioration, il n'y a pas de choses qui permettent de voir un avenir plus radieux. Tu l'as bien vu, regarde les gilets jaunes. J'essaye pas d'idéaliser le truc, pas du tout. Non, je le vois bien, mais au contraire, je vois les gilets jaunes, je vois la manifestation qui nous a bouleversés après la mort de George Floyd, et on s'est enfin bougé le cul pour Adama Traoré. Il y a un moment, je sais pas si, tu vois, je voyais même la réaction, je sais pas, je suis un peu, je sais pas, je suis perplexe. En fait, ce qui m'a choqué aussi, c'est la façon dont les médias, par exemple, ont parlé de ces manifestations. Tu vois. J'étais tellement bouleversée de me dire, mais vous êtes en train de raconter n'importe quoi. En fait. D'accord. Moi, j'étais là aux deux manifestations, celle de la République. Je suis restée, on est avec mes potes jusqu'à la fin. À la fin. J'ai vu ce qui s'est passé. C'est pas parti en couille du tout. C'est bien de le dire. Il y a 3 poubelles qu'on brûlait. Il y a des connards blancs qui ont cassé la vitrine du magasin Orange, qui sont ce qu'on appelle les black blocs. Là, qui sont blancs. D'accord. Il y a eu comme ça 2-3 échauffourées. Pardon, malheureusement, ça arrive dans beaucoup de manifestations. Bien sûr. Mais je peux te dire que c'était d'une dignité, cette manif, d'un calme. Et pareil pour la manif devant le tribunal où j'y étais aussi. Et c'est eux qui ont commencé à gazer. Il y a un moment donné, et qu'est-ce que je vois? Ma propre mère m'a appelé, elle me dit « Ah, t'as encore foutu la merde en rigolant, tu vois, c'est le bordel. » Je dis « Mais pas du tout, en fait. Qu'est-ce que tu vois ?»« Ah, mais je suis devant BFM et on nous dit que... machin. » Mais qu'est-ce que... Comment, sur les médias qui sont en cheville avec le gouvernement et qui en fait désinforment les gens. Bien sûr. Comment veux-tu après que le message passe? Exactement. Moi, ça m'a choquée. Enfin, ça, on pourra en parler des heures parce que cette cause-là, laisse tomber. Je terminerai juste. Mais c'est bien que tu dis ça. C'est bien que tu dis ça, de toute façon, Enora, et que justement tu mettes le doigt sur ça. Tu vois, toi qui as de l'audimat, mais il y avait que des jeunes. C'était merveilleux. Et oui, je suis désolée. Oui, 80% des flics en France sont merveilleux. Ils font leur travail avec beaucoup de valeur et tout. Mais les 20%, je peux dire qu'on les sent. Voilà. Il y a des problèmes en banlieue, je suis désolée. Il y a du contrôle au faciès sans arrêt. Et il y a du racisme en France. Moi, je suis blanche. Je n'ai pas la même vie que mon ami noir. C'est tout. Tu n'as pas la même vie que moi. J'ai pas la même vie que toi. Je n'ai pas la même vie que toi. C'est honnête de dire. Je ne me fais pas arrêter dans la rue comme toi tu peux le faire. Exact. Je n'ai pas de problème pour trouver du travail. Exact. Je n'ai pas de problème pour trouver un logement. Je n'ai pas de problème. C'est bien de le dire. J'ai pas la même vie. Ce n'est pas normal. Point. C'est bien de le dire. En tout cas, merci pour ta franchise, Enora. Sincèrement, t'es touchante. C'était vraiment touchant et c'était une belle discussion, sincèrement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un bébé. C'est vrai. Avoir un bébé et continuer à fréquenter des jeunes tels que toi, plein de talents, plein de belles énergies. D'accord. Et faire en sorte que ce genre d'émission puisse exister avec cette liberté de parole qui est la tienne, cette liberté de ton que j'ai pu avoir. Et voilà, qui nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Ça me touche énormément. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Prends soin de toi. C'était le chairman avec la grande Enora Malagré pour We Hustle. Les paroles Valtier. Merci à tous. Peace. We hustle, baby.